À Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov. La nuit dernière, l'armée de l'air américaine a continué à bombarder pour la 11e nuit consécutive des positions iraniennes dans le Golfe Persique. Et oui, effectivement, le communiqué de la CENTCOM américaine a annoncé que ces attaques étaient dirigées entre autres contre des bases de contrôle iraniennes, contre des hangars enfermant des drones offensifs iraniens. Les attaques ont été plus courtes que dans les nuits précédentes et se sont terminées au bout d'une heure et demie. Le porte-parole de la CENTCOM a souligné qu'au cours des 3 derniers mois, l'Iran a attaqué plus d'une trentaine de bateaux commerciaux qui passaient par le détroit d'Ormuz et a mis en danger la vie de centaines de marins. Mais on souligne que malgré tout, le détroit d'Ormuz est resté ouvert. Et toujours la nuit dernière, le régime iranien a lancé une mise en garde en direction des Américains. Une mise en garde selon laquelle toute attaque américaine contre des installations nucléaires iraniennes serait considérée comme une escalade dans la confrontation. Cela entraînerait de notre part une riposte massive contre des intérêts américains dans la région. Cette mise en garde a été annoncée après que le président Trump ait promis hier de frapper très prochainement des cibles dans la région de la montagne de Makosh. Il s'agit de cette montagne qui dissimulait très profondément un site nucléaire qui renfermerait des milliers de centrifugeuses nécessaires à l'enrichissement de l'uranium. Et en Israël, on est en état d'alerte en perspective d'une réouverture du front iranien. Oui, de l'avis général des observateurs, plus le conflit entre l'Iran et les États-Unis se durcit, plus la probabilité d'une entrée en guerre de Tsahal augmente, selon ces experts. Si l'armée de l'air américaine décide de frapper des infrastructures nucléaires, justement comme celles situées dans cette montagne, alors les Iraniens joueront le tout pour le tout et pourraient décider d'envoyer des missiles balistiques en direction du territoire israélien, ce qui donc entraînerait un retour de Tsahal dans l'arène. Côté israélien, on affirme que c'est désormais au président Trump de décider s'il va vers la confrontation ou vers une forme d'apaisement. Et puis toujours dans le dossier nucléaire, Daniel, mais cette fois c'est avec l'Arabie Saoudite qui va se doter d'un programme nucléaire civil. Oui, c'est une révélation extrêmement importante du Wall Street Journal. Le président Trump, selon ce journal, aurait conclu la semaine dernière un accord avec l'Arabie Saoudite sur le développement d'un programme nucléaire civil dans ce pays. Ce programme sera initié et développé par des sociétés américaines spécialisées dans ce secteur. Il pourrait permettre aux Saoudiens d'enrichir de l'uranium sur leur territoire, mais avec un étroit contrôle des Américains. Il s'agit d'un projet de plusieurs dizaines de milliards de dollars qui doit s'étendre sur 30 ans. Un programme apparemment inoffensif, mais qui préoccupe grandement les Israéliens. D'autant plus que, contrairement à un passé récent, le président américain Donald Trump a, semble-t-il, renoncé à obtenir de Riyad, en échange de ce programme nucléaire civil, une normalisation dans les relations entre Israël et l'Arabie Saoudite. Le maire de New York, Zoran Mamdani, a admis qu'il n'était finalement pas dans ses prérogatives d'arrêter Benyamin Netanyahou. Oui, le maire anti-israélien de New York a reconnu que la loi ne lui permettait pas d'entreprendre une telle démarche, même s'il considère que Benyamin Netanyahou est un criminel de guerre. Dans un communiqué vidéo, Mamdani a affirmé qu'il partageait l'avis de la CPI, selon lequel il faut arrêter Benyamin Netanyahou. Il a donc demandé aux autorités fédérales de tout faire pour arrêter le Premier ministre israélien lors de son prochain passage aux États-Unis. Et puis, le reste de l'actualité, après la Belgique, c'est au tour de la Hollande d'interdire les importations de produits en provenance des territoires de Judée et de Samarie. Oui, cette mesure repose sur la position traditionnelle des Hollandais selon laquelle les implantations israéliennes sont illégales et contraires au droit international. En conséquence, le gouvernement hollandais va donc interdire l'achat et l'importation de ces produits donc en provenance de Judée et de Samarie. Et puis enfin, pour terminer, le président de l'État, Yitzhak Herzog, a lancé hier à la veille de Tisha B'Av un appel pressant à l'unité nationale. Oui, dans une intervention à la présidence de l'État, le président a rappelé la signification du jeûne de Tisha B'Av qui commémore la destruction des 2 temples de Jérusalem. Depuis 2000 ans, cette journée nous rappelle le prix de la division et de la haine au sein de la nation juive. Et cette année, en perspective des élections, ce message revêt une importance particulière. Le président a souligné que le président de la commission électorale centrale et le chef du Shin Bet l'avaient mis en garde face à des menaces de falsification lors des prochaines élections. Il a parlé de risque de guerre civile et il a affirmé que des élections législatives ne pouvaient en aucun cas être considérées comme des guerres civiles. Il a alerté donc en particulier sur les menaces en provenance des réseaux sociaux. Nous devons faire preuve de prudence et de responsabilité tant dans les contenus que nous diffusons que dans ceux que nous consultons, a également déclaré le président dans cette allocution qui a été répercutée massivement ce matin dans la presse israélienne.
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Sachez que le temps sera de plus en plus chaud et ensoleillé, avec une journée de Tisha B'Av qui risque d'être difficile parce qu'il fera très chaud et presque une chaleur caniculaire. Il fera aujourd'hui 32 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et sur le littoral, 36 degrés à Beersheva, 43 degrés à Eilat. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin dans notre studio le député Dan Illouz. Dan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous, d'être venu, d'avoir fait le déplacement, circonstances exceptionnelles, puisqu'on est dans une période, il faut bien l'avouer, hors du commun. La Knesset, la 25e Knesset, a terminé ses travaux. Elle a été dissoute il y a quelques jours à peine. Alors, j'hésitais, est-ce que je vous présente encore comme député Likoud ou pas ? Pour l'instant, je suis député Likoud, mais j'ai annoncé que je ne vais pas me présenter dans les primaires et que je ne vais pas voter Likoud dans les prochaines élections. Je suis très déçu de ce qu'on a fait dans ce terme. Je pense qu'on n'a pas été au niveau que Am Israël s'attendait de nous. Alors, on va revenir. Je voudrais d'abord, parce que c'est la fin de ces 4 années, oui. 4 années particulièrement mouvementées, la réforme judiciaire, la guerre, et même ces dernières semaines qui ont été très, très tendues à la Knesset. Je voudrais, de votre part, avoir un bilan de votre bilan personnel en tant que député. Écoutez, mon bilan personnel, j'en suis très fier. J'ai fait passer des lois qui sont réellement historiques dans un premier terme à la Knesset. La loi qui a fermé UNRWA en Israël, ça veut dire au niveau international, bien sûr, on n'a pas le contrôle de les fermer en tant qu'organisation internationale. En Israël, on l'a fermé. On a aussi passé une loi qui interdit des consulats à ouvrir leurs portes à Jérusalem pour servir les Palestiniens. Comme on connaît ça, le consulat français, il existait avant que ma loi passe et donc il continue à exister. Mais pour des autres pays qui pensaient faire la même chose, alors ça sera pas possible. Et aussi une déclaration qui c'est vrai, seulement déclarative, mais elle est très importante, qui a dit que la Knesset soutient la souveraineté en Judée-Samarie. C'est des victoires réelles pour la droite. Je suis une personne de droite. Je suis, je pense, une des personnes les plus à droite qu'il y a à la Knesset aujourd'hui, à un niveau économique, à un niveau même idéologique, à tous ces niveaux. Et donc mon bilan, je veux voir vraiment des choses que la droite elle a rêvé d'emmener en tant que loi pendant plusieurs décennies, que j'ai réussi à faire aboutir maintenant dans un premier terme. Mais c'est vrai que les médias, ils parlent surtout de mon combat, qui est un combat dans lequel je crois sincèrement, contre les lois qui voulaient dispenser le service militaire les orthodoxes et continuer ce qui existait avant le 7 octobre, après le 7 octobre, même si toute personne qui comprend un peu les niveaux sécuritaires comprend qu'on ne peut pas continuer. C'est impossible. Alors, on a besoin de soldats. Pour vous, ça a été d'emblée, tout de suite, on va dire tout de suite après le 7 octobre, ça a tout de suite été un cheval de bataille sur lequel vous n'avez pas vous n'avez pas voulu faire de compromis? C'est pas vrai que je n'ai pas voulu faire de compromis. Je voulais que les compromis soient des vrais compromis. Je n'étais pas prêt qu'on fasse passer une loi où il y a écrit que 3000 Haredim ultra-orthodoxes vont se joindre dans l'armée, mais que ce sera juste un chiffre qui soit inscrit sur une page, mais qu'il n'y a pas de moyen vraiment d'enforcer le fait qu'on va arriver à ces chiffres. C'est ce que la coalition voulait faire. Écrire des bons chiffres sur un morceau de papier, mais en fin de compte, que tout le monde a compris que c'était une loi avec tellement de trop que c'était impossible vraiment d'enforcer cette loi. Moi, d'Afka, je voulais arriver à des compromis. Je dois vous dire la vérité que de l'autre côté, le côté ultra-orthodoxe, j'ai pas trouvé de partenaire à arriver à des compromis réels. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est presque impossible d'arriver à un compromis avec la communauté ultra-orthodoxe. Malheureusement, le Likoud, qui est un parti de droite sioniste, dans notre constitution du Likoud, l'un des buts du Likoud, c'est de s'assurer que tout citoyen israélien serve le pays. C'est écrit dans notre constitution du Likoud. L'un des buts, l'un des objectifs de notre mouvement. Mais le Likoud, dans ce terme, il a décidé vraiment de tout donner aux ultra-orthodoxes. Il a pris une décision que le pouvoir est plus important que les valeurs. Et moi, je peux pas continuer dans un mouvement comme ça. Alors, je sens
maintenant, sans être, on va dire, l'avocat du monde orthodoxe, d'une certaine manière, les orthodoxes, lorsque on prend la position que vous avez adoptée et que vous avez maintenue, on va dire, ces derniers mois en particulier, ils disent, mais oui, mais nous aussi, nous avons voté des lois pour la construction, le développement des localités de Judée et de Samarie. C'était des lois qui étaient souhaitées et par le Likoud et par le Parti sioniste religieux. Ça ne nous intéressait pas particulièrement, même si J'aimerais bien entendre Ari Ederi dire qu'il n'est pas intéressé à la Judée et Samarie. D'accord, mais c'est pas très populaire dans son propre parti, c'est pas très populaire. Oui, même si je pense que vous avez raison qu'il est pas très intéressé à la Judée et Samarie, spéciquement Ari Ederi qui a soutenu Oslo. Il faut se. Sans revenir là-dessus, c'est-à-dire les orthodoxes disent il y a une règle dans un gouvernement de coalition, il y a une coalition, elle vote comme un seul homme pour toutes les lois qui sont soumises, ça fait partie des accords de coalition. Et en fait, c'est vous qui n'avez pas respecté les accords de coalition en votant contre la discipline parlementaire. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Il y a une chose qui est arrivée dans ce terme qu'on ne peut pas ignorer, et ça s'appelle le 7 octobre. Ce qu'il y avait avant le 7 octobre ne peut pas continuer après le 7 octobre. Ça veut dire, avant le 7 octobre, j'étais prêt à des compromis beaucoup plus larges parce qu'on ne comprenait pas le besoin sécuritaire que Tsahal a pour plus de soldats. C'est le Ramatkal, le chef d'état-major, il supplie la coalition pour faire passer des lois pour qu'il y ait plus de soldats dans l'armée. Et vraiment, je le vois dans aucun autre sujet, vraiment supplier la coalition de l'aider et de lui donner les moyens pour arriver à la victoire, qu'on lui demande d'arriver à la victoire. Mais il n'a pas les moyens, on ne lui donne pas les moyens. Alors, dans des questions qui sont des questions de sécurité nationale, et je pense des questions existentielles, alors moi, je mets une ligne rouge et je dis la politique, c'est bien, c'est important, il faut faire de la politique, mais sur ces points de vue qui sont existentiels et sécuritaires, on ne peut pas faire de compromis. L'existence de l'État d'Israël est plus importante que l'existence d'une certaine coalition, d'une telle coalition ou d'une autre coalition. Je pense qu'après ce terme, après ce premier mandat, moi, la conclusion que j'ai prise, c'est vraiment, vous avez raison, en fin de compte, on doit dans une coalition, faire des compromis avec l'autre côté. Mais je pense que puisque les compromis que les Haredim, que les ultra-orthodoxes nous demandent de faire mettent en danger le futur de l'État d'Israël, alors on ne peut plus être en coalition avec eux. C'est ça ma conclusion personnellement. Alors, ça nous mène où tout cela? C'est-à-dire, vous avez quitté le Likoud, on est dans l'étape, on va dire, de préparation. Les partis tentent de se former, de former des accords ou d'une coalition avec des petites formations qui ne passeront pas le seuil d'éligibilité. Où on vous retrouve, Danny Louz? D'abord, moi, je suis une personne de droite. Comme j'ai dit, je pense que je suis l'une des personnes les plus à droite de manière classique dans la Knesset aujourd'hui. Je ne parle pas de la droite populiste, mais je parle vraiment de la droite traditionnelle. Je suis de droite idéologique. Et donc, la seule possibilité, pour moi, c'est un parti qui est de droite, qui fait avancer cette idéologie de droite. J'ai pas envie de vous donner des noms de partis parce que la vraie vérité, c'est que jusqu'à la dissolution de la Knesset qui est arrivée vraiment il y a quelques jours, j'ai refusé de parler avec toute autre personne parce que je me suis dit, les gens qui m'ont élu, c'est les gens qui ont élu le Likoud, que je pense que j'ai très bien représenté. En fin de compte, on voit qu'il y a 10 mandats qui ont quitté le Likoud à cause de ce qui est arrivé dans le dernier mandat. Et donc, je pense qu'ils s'identifient beaucoup avec la frustration que moi, j'exprime ici. Et je pense que je les ai représentés au moins ces 10 mandats, je pense encore plus, parce qu'il y a certains qui vont continuer à voter Likoud, même s'ils sont frustrés. Alors voilà, je vais rebondir sur ce que vous dites. Et donc, non, juste pour terminer ce point, cette idée, j'ai pas voulu commencer à parler avec des différents partis pendant que je représente le Likoud. Donc, j'ai juste commencé maintenant en début de semaine, cette semaine, et donc j'ai pas encore de conclusion à vous donner. Alors justement, ces 10 mandats dont vous parlez qui sont les mandats entre la 23e et la 33e place au Likoud, où ils sont partis et comment on les récupère? Écoutez, si on regarde aujourd'hui, ils sont partis à l'opposition. C'est dans la plupart des sondages, ça veut dire il y a un certain sondeur qui est un peu différent de tous les autres. Shlomo Filber, mais dans la plupart des sondages, on voit qu'ils sont allés à l'opposition. Ils sont très frustrés parce que... Comment vous expliquez ça? Parce que, en général, chaque guerre, chaque épreuve de ce type dans la société israélienne, c'est toujours traduit par un glissement de la population vers la droite. Or là, vous êtes en train de nous dire,
c'est le contraire qui est en train de se produire. Je dois vous dire encore une fois, je pense que la frustration, elle vient que le Likoud n'a pas fait ce qu'on s'attend. Vous êtes convaincu que si le Likoud n'avait pas fait voter les lois... non, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Je pense que le Likoud, dans ce terme, n'a pas fait ce qu'on attendait d'un parti de droite, il faut le dire. On le voit aussi dans la guerre où dans tous les fronts, on n'est pas arrivé à une finalité. On a parlé pendant des mois et des mois et des mois qu'on doit détruire le Hamas. Le Hamas existe toujours à Gaza. On connaît la situation qui est assez délicate avec le Liban, avec le Hezbollah. On espère qu'on va réussir à vraiment arriver. Aujourd'hui, on commence à un pilote au Liban. On va voir si ça marche ou pas. Et avec l'Iran, on ne sait pas. C'est possible que dans quelques minutes, il y aura une Azaka ici qu'on doit aller dans un mamad. On ne sait pas exactement ce qui va s'arriver. Je pense que d'abord et avant tout, au point de vue sécuritaire, on n'a pas réussi vraiment à aboutir au but et aux objectifs que nous-mêmes on a définis en tant que Likoud. Et ensuite, quand on ajoute sur ça le fait que vraiment il y a encore une soumission à toutes les demandes du public ultra-orthodoxe, alors que nous, en tant que public sioniste, on sert à l'armée, on se sacrifie beaucoup pendant ces 3 dernières années. Je vois tous mes amis qui sont en Milouim. Moi, j'ai pas pu faire Milouim parce que les membres de Knesset, ils ont pas le droit de faire Milouim. Mais tous mes amis, tout mon entourage, ils sont en Milouim. On voit des centaines de jours qui servent en Milouim. Et on voit que non seulement que le Likoud, il n'essaie pas d'aider à faire avancer les Haredim vers l'armée, mais aussi plusieurs budgets qui vont à cette société et non pas au Milouimnik. Et donc, toute cette atmosphère, je pense, rend une situation où plusieurs personnes disent « ça, c'est pas la droite que je veux une autre droite ». Quand vous avez entendu les propos du Rav Dovlando sur les soldats du monde sioniste religieux, qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai une règle que je me suis fait pour moi-même de ne pas parler de rabbins, surtout pas de grands rabbinim, parce que je veux continuer. Vous savez, on est marocain, je suis marocain, on est d'Afrique du Nord, on respecte beaucoup les rabbinim, même lorsqu'on n'est pas d'accord. Et en plus, on est à la veille de Tisha B'Av. En plus, on est à la veille de Tisha B'Av. Alors, je vais de manière respectueuse demander de ne pas parler du rabbin. Ce que je vais dire, c'est que lorsque j'entends Netanyahou dire que ce qu'il a dit c'est horrible, ou lorsque aujourd'hui j'ai entendu Yossi Fuchs dire que dans le prochain mandat on ne donnera rien aux Haredim et tout ça, moi ça me fait un peu de peine parce que comme on dit en anglais, too little too late, je sais pas, alors trop tard. C'est trop tard maintenant de faire ses promesses en tant que campagne. On a vu la dernière semaine de la Knesset, c'était 100% donné aux Haredim tout ce qu'ils voulaient. Tout ce qu'ils voulaient, ils ont reçu. Et je pense que maintenant, en tant que campagne, d'essayer de faire croire au public que les choses vont être différentes dans le prochain mandat, c'est trop tard pour faire ça. Alors, donc pour l'instant, si on vous pose la question, vous ne savez pas encore où vous allez si vous allez vous représenter dans une prochaine liste électorale. Si je me représente pas, vous avez rencontré déjà, je pense, ma petite fille et mon petit-fils et ma femme. Alors, je vais avoir plus de temps avec ma famille. Voilà, ça c'est déjà ça. Je voudrais tout de même revenir sur les 4 dernières années. Vous avez été élu il y a 4 ans dans la liste du Likoud, dans ce qu'on appelle la niche des Olim Hadashim. Est-ce que c'était véritablement un cheval de bataille important pour vous? Vous avez réussi à venir en aide à ce public? Je pense qu'on a été dans d'abord, oui, j'ai fait des pôles de Pniot Tzibour, comment on dit en français? Oui, de contact avec le public. Exactement, en français, pour que s'il y a des personnes qui ont certains besoins administratifs ou autres, alors qu'ils puissent me contacter pour qu'on puisse... de doléances, en fait. Pour qu'on puisse traiter des sujets qui sont importants pour eux. Je dois dire la vérité, en temps de guerre, alors les questions de Aliyah et de Klita, ils ont été plus délicates, parce que c'est vrai qu'il y a encore une grande demande de Aliyah et Klita, mais beaucoup de gens ont attendu ou attendent toujours après la guerre pour vraiment actualiser cette volonté d'Aliyah et Klita. Mais je pense que la chose la plus importante, et je pense vraiment, ça, des fois c'est une chose avec laquelle je suis pas d'accord avec certaines personnes qui aussi parlent de Aliyah beaucoup. La chose la plus importante pour un élu francophone ou de n'importe quelle autre Aliyah, c'est d'emmener les valeurs qui nous ont emmenés ici en Israël, ou d'emmener les valeurs de notre communauté
communauté, à la Knesset pour tout Am Israël. C'est ce que moi j'ai essayé. Toutes les valeurs de lesquelles je parle, d'un sionisme qui est ancré dans la Torah, d'une pensée, on peut dire un peu nord-africaine, on en a parlé un peu, toute cette chose, toutes ces valeurs, je pense qu'ils sont importantes à emmener parce que je pense qu'elles sont importantes pour tout Am Israël. La possibilité de voir Am Israël, des gens laïcs et religieux s'asseoir ensemble sur une même table de Shabbat, c'est quelque chose qu'en Israël c'est devenu plus difficile à voir, mais chez nous les francophones on le voit toujours, on réussit, c'est peut-être parce qu'on a grandi en galoute, alors je pense que ça c'est une certaine perspective qui est très importante à emmener à Médinat Israël, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce mandat. Eh bien, merci beaucoup Danny Loos d'être venu dans notre studio, d'avoir dressé ce bilan de ces 4 années à la Knesset. Alors on attendra, on va attendre patiemment. Il y a encore quasiment 45 jours jusqu'à au dépôt des listes électorales, et on verra si vous avez l'occasion d'être intégré dans les listes électorales et en particulier à une place éligible dans l'échiquier politique israélien. Merci beaucoup d'être venu et bonne continuation. Merci beaucoup. Et ce matin, à la lecture des manchettes des grands quotidiens israéliens et des sites d'information, on a le sentiment que les Américains sont de plus en plus déterminés à régler leur compte avec le régime iranien. Les 2 manchettes du Israël Hayom et du Yediot Ahronoth sont en effet ce matin consacrées à la tension grandissante entre les 2 pays. Mais toutes les 2 mentionnent un développement important, le possible retour d'Israël dans la confrontation. Le Israël Hayom affirme en surtitre que l'état d'alerte est maximal au sein des forces israéliennes en perspective d'une telle implication d'Israël dans le dossier iranien. Le journal cite en manchette l'une des dernières déclarations du président Trump. Les Iraniens n'ont encore rien vu. Jusqu'à présent, nous avons été sympas. Et pour illustrer cette manchette, une photo qui nous montre des dizaines de soldats américains qui se trouvent apparemment sur un porte-avions dans le détroit d'Ormuz. Le Yediot Ahronoth lui aussi souligne la probabilité grandissante d'une implication d'Israël dans la confrontation entre les États-Unis et l'Iran. Et en manchette, le journal cite lui aussi le président Trump qui a déclaré « Si l'Iran attaque, nous les frapperons ». Nous avons une solide banque de données. Un responsable israélien affirme « Pour l'instant, nous ne voulons pas entrer dans le conflit, mais si l'occasion le permet, eh bien nous la saisirons » afin de frapper les installations iraniennes. Quant au Maariv, il nous indique dans sa page d'ouverture ce matin que si les Américains devaient décider de frapper des infrastructures nucléaires iraniennes comme celle du Harmakosh, eh bien alors en représailles les Iraniens pourraient tirer en direction d'Israël des missiles et provoquer le retour donc des Israéliens, de l'armée israélienne dans la confrontation. Le journal évoque la possibilité pour les Américains justement de frapper des installations nucléaires, cette installation en particulier située sur le mont Makoj qui pourrait abriter des centaines de centrifugeuses, voire même des milliers de centrifugeuses, alors que le Yediot Ahronoth nous montre une photo de cette montagne. Le Israël Hayom nous offre lui tous les détails autour de cette centrale. Elle est située à 1,5 km de Natanz, à plus de 100 mètres de profondeur à l'intérieur dans la montagne. Elle aurait été construite en 2020 et selon les estimations américaines et israéliennes, cette centrale renfermerait plusieurs milliers de centrifugeuses, une partie de l'uranium enrichi des Iraniens également. Détail, des observateurs de l'AIEA n'ont jamais été autorisés à s'y rendre. Dans le Yediot Ahronoth, Ron Ben Ishai considère que depuis l'automne 2025, c'est-à-dire après l'opération Amkelavi, les Iraniens ont effectivement déplacé dans cette centrale secrète des centrifugeuses et que le site est tellement profondément ancré dans la montagne qu'il est impossible à détruire. Quant à une attaque, eh bien, elle dépendra aussi de la capacité des Américains à disposer de suffisamment de bombes perçantes particulièrement lourdes. Et puis les journaux mentionnent également en première page ce matin la rencontre au sommet d'hier à Washington entre le président libanais Joseph Aoun et le président Trump. Le Israël Hayom cite une déclaration importante de Joseph Aoun qui a affirmé au président Trump « Notre objectif est de mettre fin aux hostilités avec Israël une fois pour toutes ». Une déclaration du président américain à ce sujet. Un groupe important de pays va rejoindre prochainement les accords d'Abraham. Par contre, le Yediot Ahronoth a choisi de citer une autre déclaration du style de Donald Trump. « Si le président Aoun le souhaite, je n'ai pas de problème pour parler avec le Hezbollah ». Les quotidiens et les sites d'information évoquent également des tensions et même des tirs hier à proximité d'un des 3 villages sud-libanais qui ont été évacués avant-hier par Israël et que l'armée libanaise devrait contrôler.
Shahar Kleinman, dans le Israël Hayom, parle des enjeux du président libanais. Il admet que le président Aoun a choisi une voie courageuse qui peut modifier le visage du Liban, mais il souligne qu'il devra pour y parvenir surmonter de nombreux obstacles, du renforcement de l'armée libanaise aux menaces de mort auxquelles il fait face. Kleinman rappelle que la moitié de l'armée libanaise est actuellement chiite et qu'elle s'identifie au Hezbollah quand elle ne va pas jusqu'à collaborer avec le mouvement terroriste chiite. Le Maariv, lui, nous livre ce matin le sondage presque quotidien en perspective des élections législatives. Si celles-ci devaient avoir lieu aujourd'hui, le Likoud serait le premier parti avec 22 mandats, un de plus que Yachar, le parti de Gadi Eisenkot, 14 mandats pour Naftali Bennett, 11 pour Yair Golan, 10 pour Lieberman, 8 pour le parti Chasse et 8 également pour le judaïsme de la Torah, 7 pour la force juive d'Itamar Ben-Gvir, 5 pour Betzalel Smotrich, 4 pour l'alliance Tropper-Handel et 11 pour les partis arabes. La coalition actuelle obtiendrait donc selon ces résultats 50 mandats, tandis que l'opposition obtiendrait 56 mandats. Et puis, c'est ce soir que nous entrerons, vous le savez, dans le jeûne de Tisha B'Av qui marque la destruction des 2 temples de Jérusalem et la fin de la souveraineté juive sur la terre d'Israël. Le Israël Hayom consacre à cette occasion un tiers de sa première page à cette commémoration et à ce deuil national avec une révélation. Le journal annonce un plan visant à ramener à Jérusalem des pierres du Kotel qui avaient été dispersées dans le pays au fil des ans. Mais surtout, le Israël Hayom donne la parole ce matin à 2 voix limpides qui nous livrent leurs enseignements autour de ce jeûne de Tisha B'Av. La voix de Tamir Granot, du Rav Tamir Granot, qui est une personnalité très écoutée, qui a perdu son fils au combat au Liban après le 7 octobre et qui lance un appel pressant en faveur d'un retour à l'unité nationale. Il affirme que le tikkun de Tisha B'Av doit être un tel retour et les différentes tribus qui composent aujourd'hui Israël doivent construire ensemble la nation et cesser de se dresser l'une contre l'autre. Pour Nadav Shragai, le Kotel, le mur occidental, est important, mais il ne doit qu'être un palier de plus vers l'objectif suprême qui est le mont du Temple, qui est le véritable enjeu du conflit entre Israël et les Palestiniens et le monde arabe. Et il dénonce ceux qui ne comprennent pas une telle équation. Enfin, le Yediot Aharonot lui aussi mentionne cette journée de Tisha B'Av et le sentiment est qu'à la veille des élections, nous nous trouvons en tant que société israélienne dans une situation conflictuelle qui n'est pas sans rappeler celle qui avait précédé la destruction du second temple. Alors ce matin, pour tenter d'aplanir les tensions, le Yediot Aharonot a décidé de réunir pour une discussion ouverte Ren Avigdori, qui est metteur en scène, dont l'épouse et la fille ont été otages du Hamas à Gaza, et Israël Cohen, un célèbre journaliste orthodoxe. Les 2 hommes ont des positions diamétralement opposées sur de nombreux sujets, mais ils sont amis et leur amitié, écrit le Yediot Aharonot, est plus profonde que toutes les polémiques. Quant à Ren Artzis-Ror, elle constate dans un éditorial ce matin que la journée de Tisha B'Av n'a pas réussi à s'imposer dans le cœur de tous les Israéliens. Elle avance une explication, le fait que l'on parle de Beth Amikdash lorsque l'on évoque la destruction du temple effraie souvent les laïcs israéliens. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Elle est DJ, lesbienne et grosse. Mais ce qui semble déranger le plus, c'est qu'elle soit juive. Barbara Butch, internationalement connue depuis sa participation à l'ouverture des JO de Paris, a depuis été victime de harcèlement qui mêle antisémitisme, lesbophobie et grossophobie. Mais la semaine dernière à Grenoble, elle a connu l'enfer. Son concert, donné en plein air dans le cadre du festival de musique Le Cabaret Frappé, a viré au cauchemar. Répondant à l'appel de la section locale de LFI, 150 militants pro-palestiniens se sont massés devant la scène avec des drapeaux palestiniens et des sifflets stridents. Ils hurlaient des insultes en continu. Le concert a dû être interrompu au bout de 20 minutes à peine et Barbara Butch exfiltrée pour sa sécurité. La mairie de Grenoble a parlé d'une agression intolérable et au milieu de cette foule en furie qui scandait Free Palestine, un message implicite, mais parfaitement clair. Ce n'était plus un désaccord politique qu'on exprimait, c'était une femme qu'on chassait pour ce qu'elle représentait, pour ce qu'elle était. Son crime, avoir joué dans une soirée privée à l'ambassade de France en Israël et avoir signé une tribune contre les formes renouvelées de l'antisémitisme en soutien à la loi Yadan. Le constat est triste et amer et la liste des artistes juifs muselés s'allonge mois après mois. Le concert parisien de la chanteuse israélienne Liraz annulé. Noga Erez déprogrammé à New York et Los Angeles. Enrico Macias interdit de scène à Istanbul.
Amir, visé par un appel au boycott avant de se produire malgré tout aux Francopholies. Et peu importe leurs opinions politiques ou s'ils prônent une solution à 2 États pour le règlement du conflit israélo-palestinien, comme Johan Sfar ou Nadav Lapid, là n'est pas le problème. Le fait d'être juif suffit pour être boycotté. L'antisémitisme et l'antisionisme sont devenus le prisme par lequel le monde décharge ses propres frustrations. Il y a quelque chose de vertigineux à observer ce phénomène, car l'histoire nous a déjà appris où cela peut mener. Évidemment, on pense à l'Allemagne de 1933, où la Chambre de la culture du Reich exigeait de chaque artiste un certificat prouvant son ascendance aryenne. Du jour au lendemain, être juif suffisait à disparaître des scènes, des théâtres, des orchestres. Peu importait le talent, l'intégration, les états de service, seul comptait la judéité. Alors bien sûr, nous n'en sommes pas là, mais le mécanisme, lui, est troublant de ressemblance. LFI et autres consorts justifient cette traque au nom d'une cause légitime. Mais les spectateurs terrorisés qui ont fui le festival avaient plutôt l'impression d'une chasse aux juifs que d'une protestation politique. Certes, quelques voix courageuses s'élèvent contre cette injustice, comme Bob Sinclair sur les réseaux, ou encore les 300 signataires d'une tribune dans les colonnes de Libé. Mais cela sera-t-il suffisant pour stopper cette haine antisémite qui ressurgit de nos cendres ? Je ne le pense pas. Je finirai avec les mots de Barbara Bush publiés dans Le Monde. Une démocratie se juge à la protection de ceux qu'une foule voudrait faire taire. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ce sera peut-être vous. Dror Even Sapir. Dror, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes journaliste indépendant aujourd'hui, en correspondant de plusieurs médias français et également analyste politique, bien au fait de l'actualité politique en Israël. Et c'est pour cela que nous avons sollicité pour essayer de commenter, on va dire, les derniers développements dans la campagne électorale qui est désormais bien lancée, on peut le dire. Il y a eu dimanche donc ces élections au sein du Parti des démocrates avec des résultats, on va dire, relativement attendus. Il n'y a pas de véritable grande surprise. Comment vous analysez ces résultats ? C'était des primaires, mais des primaires, on va dire, un peu partielles, parce qu'il fallait un peu donner la place à un peu tout le monde. Il y avait Yair Golan à la tête, et puis il y avait des représentants du parti Meretz, des anciens députés. Comment vous analysez les résultats de ces élections ? Déjà, je pense qu'il y a tout de même eu une surprise, mais avant les élections, la surprise, c'est le nombre de personnes qui ont adhéré à ce parti des démocrates. 112 000 adhérents, c'est beaucoup, c'est considérable à l'échelle d'Israël, alors que le parti, dans les sondages, stagne à 10, parfois 11 sièges. Bien évidemment, 100 000 personnes, ça représente quoi ? Peut-être 3 ou 4 sièges. C'est pas ça l'important, mais à partir du moment où il y a un entre... Nous avons perdu Dror. Qui se traduit par un nombre aussi important d'adhésions, et que dans les sondages, il n'y a pas véritablement de progrès fulgurant, même si le parti, encore une fois, est stable à 10 sièges. Et puis le deuxième principal enseignement de ces primaires, à mon sens, c'est l'émergence du mouvement de contestation en politique. On pourrait presque dire, Daniel, que le parti des démocrates est devenu le parti de ce qu'on appelle en Israël la mecha, à savoir la contestation. La contestation contre la réforme judiciaire voulue par le gouvernement, mais plus largement contre ce gouvernement, avec des représentants de ces contestations élus en très bonne place. Omri Ronen et Moshe Radman et Moran Zer Katznelstein, qui sont des personnalités qui ont véritablement émergé avec cette contestation, qui a été inconnue du grand public ou qui n'avait pas d'implication publique avant cette contestation. Et donc véritablement, on pourrait presque dire qu'à Démocratie, c'est plus vraiment l'union, la fusion entre le Parti travailliste et le Meretz, même si les représentants de ces deux partis respectifs ont encore de bonnes places sur cette liste, mais le parti de la contestation. D'ailleurs, les candidats qui avaient un ordre du jour beaucoup plus diplomatique et qui parlaient beaucoup plus de paix, de la nécessité de concessions territoriales d'un État palestinien, n'ont pas obtenu de bonne place. Je pense à des gens comme le général de réserve Nimrod Schaeffer, qui est
numéro 11, ça reste encore plus ou moins réaliste, mais il espérait beaucoup plus. Émilie Moatti, que les francophones connaissent bien et qui avait un ordre du jour très diplomatique, elle n'a obtenu que la place numéro 14, je crois. Oui, c'est ça, la place numéro 14. Une déception tout de même pour Émilie Moatti, et des gens associés à cet ordre du jour, comme Eran Etzion ou l'ancien numéro 1 de Shalom Arshav, Yariv Oppenheimer, qui n'ont pas obtenu de place éligible. Est-ce qu'il est exact de dire que cette liste, elle est plus proche du parti Meretz que du parti travailliste que l'on connaissait ? Alors, vous savez, le parti travailliste que l'on connaissait, c'est difficile, parce que c'était, à l'époque, c'était un grand parti, c'est plus du tout le cas aujourd'hui, c'était un parti avec des tendances très différentes, les colombes, les faucons, même le Meretz, qui était un parti de taille plus modeste, vous y trouviez des gens qui avaient un agenda très socialiste contre des militants des droits de l'homme et qui avaient une conception plus individualiste de ce que devait être la gauche israélienne. On retrouve un petit peu ces tendances. Il y avait des places, c'était l'accord entre le Meretz et le parti travailliste, des places réservées ou des garanties de représentation pour le Meretz. Pour aller vite, ça garantissait au Meretz 2 places dans les 10 premiers et 2 places dans, entre le numéro 10 et le numéro 20. Il y a encore des gens qui représentent l'ancien parti travailliste, mais c'est vrai que le parti travailliste ces dernières années s'est gauchisé, s'est rapproché de la gauche. Donc il y avait une certaine logique à cette fusion parti travailliste-Meretz, et aujourd'hui, certains affirment que l'aspect centriste, consensuel, proche de l'establishment israélien qui incarnait le parti travailliste pendant longtemps, vous le retrouvez davantage dans un parti comme celui de Gadi Eisenkot, par exemple. Alors, est-ce que le fait de dire que c'est la victoire, on va dire, d'un parti qui est un parti de mécha, de protestation, ça veut dire que finalement, dans la prochaine législation, eh bien, on va voir un parti travailliste qui va essentiellement contester, mais pas obligatoirement proposer des solutions concrètes aux problèmes de l'État d'Israël, parce que c'est surtout un mouvement de protestation, un parti de protestation. Tout va dépendre du résultat des élections. Si les résultats électoraux permettent à ce parti d'intégrer le gouvernement, on peut imaginer que la plupart de ses membres vont effectivement devoir opérer cette transition, peut-être un peu délicate, peut-être un peu difficile, entre une posture de contestataire et une posture d'exécutant, une posture qui correspond à un pouvoir exécutif. Ce ne sera pas effectivement facile pour un certain nombre de ces nouveaux ou anciens députés qui ont effectivement une fibre essentiellement contestatrice, mais vous savez, à l'intérieur même de la coalition gouvernementale actuelle, celle dirigée par Benjamin Netanyahou, vous avez des membres de la coalition qui contestent le gouvernement, puisqu'ils manifestent, par exemple, c'était encore le cas il y a quelques jours, aux abords de la bande de Gaza pour exiger le retour des implantations dans la bande de Gaza. Donc c'est une contestation interne à la coalition, au gouvernement. On peut peut-être imaginer un phénomène semblable, mais axé sur des fondamentaux idéologiques tout à fait différents, si les démocrates intègrent le prochain gouvernement. Tout dépendra du résultat, bien évidemment. Alors, Yair Golan, on commence à comprendre un peu, on va dire, sa sémantique. Elle est souvent virulente. Qu'est-ce que vous pensez des propos de Yair Golan, par exemple, sur le fait que si eh bien, il arrive au pouvoir, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire s'il arrive au pouvoir, s'il appartient à un futur gouvernement, eh bien, il exigera, par exemple, la fermeture de la chaîne 14, que, par exemple, même le soir des élections, les correspondants de la chaîne 14 n'ont pas été admis à l'intérieur des bureaux, en tout cas des bureaux de décompte des voix. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, s'il s'avère que David Zini a servi avant tout Netanyahou plutôt que l'État d'Israël, eh bien, il le limogera. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de déclaration? Parce que ça fait, entre nous, ça fait pas très démocratique tout ça. Alors, il y a deux choses différentes. Concernant David Zini, Yair Golan n'est pas le seul politicien dans les rangs de l'opposition à laisser entendre que si les preuves s'accumulent qui pourraient effectivement prouver et montrer d'une manière
de manière claire que David Zini sert davantage Benjamin Netanyahou que l'État d'Israël, cette distinction entre Amelech et Mamlacha. Ouais. Qui veut pas dire grand-chose, parce que, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire même Zini dans une déclaration. C'est très clair. On n'imagine pas un autre chef du Shin Bet, du Shabak, par exemple, approuver cette demande qui est tout de même un petit peu curieuse de Sarah Netanyahou d'obtenir une protection des agents du Shabak tant que son mari Benjamin est en vie. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire d'Israël. Oui, mais il y a des premiers ministres. Gadi Eisenkot a laissé entendre que si, et Naftali Bennett aussi, je crois, que si un certain nombre de hauts fonctionnaires qui ont été nommés dans cette législature, qui si on parvient à prouver, il faudra le prouver. Mais oui, mais ça veut dire. Est-ce que ça veut vraiment dire que David Zini est à la botte de Netanyahou parce que il satisfait une demande qui est peut-être légitime de la part de Madame Netanyahou qui dit que ses enfants sont menacés. Mais Daniel, c'est pas suffisant. Le fait que le numéro 1 des services secrets internes reçoive chez lui Yaakov Berdugo, qui l'avait même de Yaakov Berdugo lui-même, n'est pas un journaliste, mais un homme de médias proche, c'est le moins qu'on puisse dire, du pouvoir en place, et qu'après cette rencontre, soudainement, David Zini change d'avis sur la nécessité de diligenter une enquête sur une fuite qui serait parvenue aux journalistes de la chaîne 12, c'est un élément à charge. Mais c'est peut-être que... Un de plus. C'est peut-être ce qui change, c'est que on regarde chaque fait et geste de David Zini avec une loupe extrêmement puissante, tandis que peut-être que on n'a pas fait la même chose avec Ronen Bar et que l'on aurait peut-être dû le faire, peut-être ça aurait évité peut-être quelques malheurs. C'est tout, c'est-à-dire peut-être que aujourd'hui David Zini depuis le début il est mal considéré par l'opposition et donc chaque fait et geste de sa part. On est bien d'accord, mais Ronen Bar. Ronen Bar porte une très très lourde responsabilité sur les massacres du 7 octobre, je vous l'accorde, l'ancien chef du Shabak. Mais Ronen Bar était un homme du Shabak. Parce qu'il a été nommé, d'ailleurs par Benjamin Netanyahou, il n'y avait aucun doute sur ses compétences. Ça aussi, ça compte. Alors que David Zini, qui a été un général haut gradé et qui a eu un parcours militaire tout à fait exemplaire, à aucun moment de son parcours militaire, il n'a exercé des fonctions en lien avec le travail du renseignement. Ça existait à l'époque de Sharon. Il y avait comment s'appelait-il Ami Ayalon. Il y avait Ami Ayalon qui avait été nommé chef du Shin Bet, avait été au préalable numéro 1 de la marine militaire. Lorsqu'on est numéro 1 de la marine de guerre, on s'occupe de renseignement. Oui, mais bon, c'est des détails. On est rentré un peu trop dans le truc. On revient à Yair Golan. Est-ce que, c'est-à-dire tout ça, c'est-à-dire, vous pensez que c'était un style particulier, Yair Golan, cette volonté de s'exprimer un peu de cette manière Incontestablement, il multiplie les déclarations à l'emporte-pièce, certaines, pour le moins maladroites, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense que s'il lui a coûté des plumes, parce que vous savez, les sondages montrent que parmi les électeurs de Gadi Eisenkot, vous avez environ l'équivalent de 5 ou 6 sièges qui sont des électeurs dont les valeurs, dont les idées sur l'État d'Israël sont identiques à celles des électeurs du Parti des démocrates. Et si ces gens-là sont aujourd'hui en faveur de Gadi Eisenkot, c'est aussi par volonté de renforcer ce qui est aujourd'hui le plus grand parti de l'opposition, c'est juste, mais c'est aussi parce que le style de Yair Golan, son caractère fort en gueule, ses déclarations à l'emporte-pièce, certaines qui sont assez scandaleuses, ont éloigné des électeurs qu'on pourrait qualifier d'Israéliens de gauche. Et là-dessus, je pense qu'effectivement, le style très particulier de Yair Golan a éloigné un nombre même important, je pense, d'électeurs du Parti des démocrates, même si encore une fois, 10 ou 11 sièges dans les sondages, c'est pas trop mal pour un parti qui est représenté par 4 députés seulement dans la Knesset actuelle. Alors, je voudrais que l'on aborde un dernier développement du discours du président de l'État hier, qui était un discours en perspective de la journée de Tisha B'Av qui débute ce soir et dont on connaît le profond symbole dans la réalité israélienne, division, haine gratuite, etc. C'est-à-dire, le président a été très clair. Il a dit que, d'abord, il avait rencontré le président de la commission électorale centrale, le juge
Solberg et justement David Zinier, ceci lui avait alerté sur le fait qu'il pouvait y avoir des influences extérieures et même, on va dire, des risques de falsification interne dans le cadre des élections et qu'il fallait être extrêmement vigilant. Et il a mis en garde lui-même, le président, contre, on va dire, des divisions internes. Il a dit très clairement, les élections, ce n'est pas une guerre civile. C'est important que le président alerte déjà au début de la campagne électorale sur ce qui risque de se passer au cours des prochaines semaines. Oui, il est tout à fait dans son rôle et effectivement, quasiment tout le monde en Israël redoute une campagne électorale houleuse, voire violente, avec des violences physiques. Tout à l'heure, on parlait du Parti des démocrates, mais il n'y a pas si longtemps, des militants de ce parti ont été agressés physiquement, tout simplement parce qu'ils ils tentaient d'établir un stand de propagande électorale dans un quartier du sud de Tel Aviv. Et beaucoup de gens redoutent effectivement un assassinat politique. Il y avait également... Là, on dépasse un peu le cadre du politique stricto sensu, mais tout de même, ça s'en rapproche des cas de lancer de pierres, de vandalisme, avec un inconnu filmé par les caméras de surveillance masquées, qui a lancé une pierre, c'est-à-dire peut-être le même homme, devant les locaux sur les locaux et sur la vitrine, sur la vitre de la porte de la chaîne de télévision numéro 12 et également sur celle de la 13, me semble-t-il. Donc oui, la violence politique est à craindre et le président Herzog est tout à fait dans son rôle lorsqu'il tire cette sonnette d'alarme. Il faut effectivement faire en sorte que cette campagne électorale se passe dans les meilleures conditions possibles. Au mesure où on va se rapprocher, plus on va se rapprocher des échéances électorales, plus le risque de violence politique est grand, étant donné que tout le monde s'accorde à dire, quel que soit le bord politique, l'opposition et les soutiens également du gouvernement, que ces élections seront critiques, décisive pour l'avenir du pays. Oui, c'est ce que l'on dit en général à chacune des consultations électorales. Non, mais celle-là, c'est très différent. Parce que depuis les dernières élections, c'était il y a 4 ans, il y a quand même eu 2 bouleversements, la réforme judiciaire et la contestation contre la réforme judiciaire, et bien évidemment les massacres terroristes du 7 octobre et la longue guerre qui a suivi. La société israélienne d'aujourd'hui, c'est pas la même qu'il y a 4 ans. Elle a subi des traumatismes importants. Et effectivement, dans beaucoup de milieux en Israël, alors peut-être davantage en effet, dans les milieux qui soutiennent l'opposition, il y a ce sentiment que ce sont des élections cruciales pour l'avenir du pays, et donc les Israéliens sont à fleur de peau. Et le président Herzog a également averti dans son texte, c'est lié, des tentatives d'influence venues de l'étranger et aussi d'Israël même, contre le bon déroulement de la campagne et du scrutin lui-même. Et ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous avez des agents d'influence iraniens ou russes ou turcs ou que sais-je encore, qui vont influencer les Israéliens en leur disant à travers les réseaux sociaux et à travers ce qu'on appelle des bots, votez pour eux et ne votez pas pour lui ou inversement. Mais ça veut dire qu'ils vont semer la discorde, qu'ils vont verser du sel sur les plaies de la société israélienne en tentant on est à la veille de Tisha B'Av justement, en tentant d'ériger les Israéliens les uns contre les autres. C'est ce que beaucoup de gens de l'étranger et aussi malheureusement d'Israël, peut-être plus ou moins influencés et payés par l'étranger, vont essayer de faire à travers, et bien évidemment, les réseaux sociaux. Israël n'est pas le seul pays confronté à ce genre de problème. La France aussi se dirige vers une élection cruciale. Et il y aura également en France des tentatives, notamment venues de Russie et d'ailleurs de semer la discorde. Oui, mais le fait c'est que ces développements technologiques interviennent justement dans un contexte où l'État d'Israël est déjà très profondément clivé. La société israélienne est déjà très profondément fracturée. Merci beaucoup, Dror Even-Savir, d'avoir accepté de répondre à nos questions et commenter en particulier donc les résultats de les élections primaires au sein du Parti des démocrates. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. On aura peut-être l'occasion de se reparler au cours des prochaines semaines pour commenter les développements dans la campagne électorale. À bientôt. Bye, Dror. C'est probable en effet. Merci, Daniel.